Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette séance, en ce cours de l'exploration de la fonction rénale. Donc, la fois passée, nous avons vu la physiologie et l'anatomie du rein. Nous avons compris comment est-ce qu'un rein normal fonctionnait. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment explorer ce rein-là. Comment explorer avec des paramètres biochimiques. Qu'est-ce que ça veut dire des paramètres biochimiques? Ce sont des analyses médicales. Ce sont des dosages qu'on va effectuer soit dans le sang, soit dans les urines. On va doser des molécules données pour voir un petit peu le reflet du fonctionnement du rein. Si notre rein est normal ou bien s'il n'est pas normal. Ou dans le cas où il n'est pas normal, dans le cas où il y a pathologie, nous sommes devant quelle pathologie. Donc ces paramètres-là nous vont nous indiquer aussi quel type de pathologie existe. Très bien. Donc comme vous l'avez vu la fois passée, nous avons vu que le rein, un fonctionnement du rein, pour former les urines, nous avons dit d'abord que le rein avait plusieurs rôles, formation d'urine, fonction endocrine, et nous avons vu aussi que la formation d'urine passait par deux étapes, la filtration glomérulaire, ainsi que les échanges tubulaires. Donc, vous serez d'accord avec moi, si on commence à explorer le rein, on va commencer tout d'abord par la formation d'urine, et pour la formation d'urine, on va explorer un petit peu, tout d'abord, la filtration glomérulaire. On ne va pas s'intéresser d'abord aux échanges tubulaires, on va s'intéresser d'abord à la filtration glomérulaire. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est pour un petit peu voir si notre glomérule filtre correctement le sang ou pas. D'accord? Le premier moyen qu'on dispose pour justement évoluer cette filtration glomérulaire, c'est de doser. Vous savez ce que ça veut dire doser? C'est de doser des substances qui devraient être filtrées par le glomérule. Doser des substances au niveau sanguin pour voir est-ce qu'elles sont filtrées correctement ou pas. Si jamais ces substances-là sont filtrées correctement, donc logiquement, leur concentration sanguine va être basse, va être diminuée. Si elles sont filtrées correctement, donc quand on va rechercher leur dosage, on va les trouver basses, normales. Par contre, si la filtration ne se fait pas correctement, ces substances ne seront pas éliminées par le rein et de ce fait, elles vont augmenter dans le sang. Donc on va s'intéresser donc aux déchets métaboliques qui devraient être filtrés par le glomérule. Ces déchets, tout d'abord, qu'est-ce que nous avons comme premier déchet que vous connaissez? Tout d'abord, l'urée. On va doser l'urée. Tout d'abord, dosage de l'urée dans le sang. Donc, on va faire un petit rappel sur l'urée. Donc, vous savez que l'urée, elle est issue de quoi, l'urée? Elle est issue? D'où est-ce qu'elle vient, l'urée? Très bien, les acides aminés. Et les acides aminés, d'où est-ce qu'ils viennent? Des protéines. Donc, l'urée, c'est quoi? C'est le produit final de dégradation des protéines. Donc, les protéines de notre corps vont être dégradées en acides aminés. Ensuite, ces acides aminés vont être transformés en ammoniac. Et cet ammoniac, ensuite, au niveau hépatique, va être transformé, va être détoxifié en urée. L'urée obtenue, c'est un déchet. Il faut qu'elle soit éliminée. Elle est éliminée par le rein et elle est filtrée par le glomérule. OK? Parfait. Donc, comme on vient de le dire, c'est la forme ultime du catabolisme protéique chez l'homme. Donc, elle est filtrée en grande quantité par le glomérule. Presque la totalité de l'urée est filtrée par le glomérule. Donc, une fois qu'elle arrive au niveau du glomérule, elle traverse le tamis, normalement. Elle traverse le tamis. Mais, l'inconvénient, c'est que, au niveau des tubules, une fois qu'elle est filtrée, au niveau des tubules, elle est réabsorbée et sécrétée tout au long des tubules. D'accord? Donc, vous serez d'accord avec moi que, même si le glomérule ne fonctionne pas correctement, si les tubules fonctionnent correctement, elle pourra être sécrétée. C'est-à-dire que, certes, elle nous reflète un petit peu le fonctionnement glomérulaire, mais pas à 100%. Okay? Elle n'est pas spécifique à 100% en glomérule. Donc, sa concentration, comme on vient de le dire, dépend du DFG. DFG, c'est-à-dire débit de filtration glomérulaire. Mais elle ne lui est pas spécifique. Elle n'est pas spécifique, pourquoi? Parce qu'elle est justement, elle dépend notamment, non seulement de la réabsorption de la sécrétion tubulaire, mais aussi, elle dépend aussi de l'alimentation. Elle dépend de l'alimentation et de l'état d'hydratation. L'alimentation, si une personne prend beaucoup de protéines, automatiquement, elle va avoir beaucoup d'urée. Ok? Donc, même si son rein fonctionne correctement, le fait qu'elle mange beaucoup d'urée, ça va influencer. On va trouver l'urée augmenter, même si le rein fonctionne correctement. Vous comprenez un petit peu? Donc, elle n'est pas spécifique à 100% au glomérule. Très bien. Elle est aussi dépendante de l'état d'hydratation. C'est-à-dire que l'urée, parce qu'elle est très osmotiquement active, elle suit le capital hydrique. Si une personne, elle est hyper hydratée, automatiquement, l'urée, elle est effondrée, elle est basse. Si elle est déshydratée, l'urée, elle est augmente. Vous comprenez un petit peu. Donc, elle nous reflète le DFG, mais pas totalement. Donc, vous comprenez derrière qu'il y a d'autres paramètres qui seront plus spécifiques que l'urée. On va y arriver, petit à petit.
Très bien. Donc maintenant, on va voir le prélèvement. Donc le prélèvement se fait sur tube sec ou bien sur héparinate de lithium. Sec ou hépariné. Vous connaissez l'héparine, les tubes héparinés, le tube vert. Ok? Se fait à jeun. Pourquoi? Parce que l'urée dépend de l'alimentation. On ne va pas prendre un repas riche en protéines et le lendemain, on va doser l'urée. Il faut éviter d'utiliser l'anticoagulant, le fluorure de sodium. Pourquoi? Parce que le fluorure de sodium, c'est un anticoagulant qui est connu. Mais le problème, c'est que lorsqu'on l'utilise, il inhibe les enzymes du réactif qu'on va utiliser pour doser l'urée. Donc, il inhibe l'uréase parce que tous les réactifs de l'urée utilisent l'enzyme uréase. Si on prélève ce fluorure de sodium, le fluorure de sodium va inhiber l'uréase et de ce fait, le réactif ne va pas fonctionner et on aura une sous-estimation des résultats. Très bien. Méthode de dosage maintenant. Ça, c'est concernant le prélèvement. Maintenant, comment est-ce que l'urée est dosée? Donc, principalement, la grande partie ou la majorité écrasante des méthodes de dosage de l'urée se base sur une enzyme qu'on appelle l'uréase. C'est une enzyme, l'uréase. Cette uréase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'urée en présence d'eau en bicarbonate et ammoniac, ou bien ammonium. Donc, elle va nous donner du bicarbonate et de l'ammonium. C'est cet ammonium-là, par la suite, avec d'autres réactions, donc toutes les méthodes de dosage ont en commun cette première réaction-là. Et après, la différence va survenir dès la deuxième réaction. Donc, toutes les méthodes vont doser l'urée. De cette manière-là, elles vont commencer par cette réaction-là. Et ensuite, cet ammoniac ici, cet ammonium ici qu'on va obtenir, est lui-même dosé différemment. Ok? On va voir tout cela. Donc, ici, ça nécessite d'autres réactions qui diffèrent d'une méthode à une autre. La première méthode, c'est la méthode à la glutamate déshydrogénase. Ça veut dire uréase plus glutamate déshydrogénase. Vous comprenez avec moi? Ça veut dire la première réaction, c'est à base d'uréase. Et ensuite, la deuxième, c'est la glutamate déshydrogénase. Ok? Donc, c'est la méthode de référence. Elle est considérée comme méthode de référence. Donc, vous savez que pour les paramètres biochimiques, il existe des méthodes de référence. Ça veut dire que c'est la meilleure méthode à utiliser. Il existe aussi les méthodes les plus utilisées. Ça ne veut pas dire que la méthode elle est de référence. Automatiquement, on va la retrouver au laboratoire le plus souvent. Non. Des fois, les méthodes de référence coûtent cher. Donc, on préfère utiliser d'autres méthodes moins chères à côté de la méthode de référence. À la place de la méthode de référence. Okay? Donc, la méthode à la GLDH, c'est la méthode de référence. Elle se base sur la spectrophotométrie UV. Ça veut dire l'absorbance, on va la mesurer dans l'UV à 340 nanomètres. Donc, cette méthode de dosage va, tout d'abord, logiquement, la première réaction, c'est l'uréase, on l'avait vu. Donc, l'urée est transformée en ammonium. Ensuite, cet ammonium-là qui est obtenu va réagir avec l'alpha-cétoglutarate, qui est l'acide alpha-cétonique du glutamate, et en présence de NADH+, ça, pour nous donner du NAD, le NAD va être oxydé, le glutamate va être réduit, et il va y avoir production de l'H2O. Cet NADH+, lui-même, absorbe à l'UV. Donc, la quantité de NADH+, qui a été consommée par l'ammoniac correspond à la quantité d'urée qui existe dans le sang, indirectement. Est-ce que vous avez compris un petit peu? Donc, le NADH consommé, ça veut dire l'absorbance de l'ultraviolet qui est diminuée dans notre échantillon, correspond à la concentration de l'urée dans notre échantillon. Cette méthode de dosage présente l'intérêt d'être automatisable. Qu'est-ce que ça veut dire automatisable? Ça veut dire au laboratoire, quand on va, si vous partez par exemple voir le laboratoire de biochimie, les analyses médicales, et vous rentrez à l'intérieur pour voir comment est-ce que l'urée est dosée, ça ne va pas se faire d'une manière manuelle. On ne va pas prendre des sérums et on va prendre la pipette et on va ajouter des réactifs. Non, ça se fait par des automates, par des appareils. On met seulement l'échantillon et l'appareil nous dose directement, il va nous donner l'urée en suivant ce principe-là. C'est ça l'avantage qu'on a avec cette méthode, c'est la capacité de l'automatiser. Ça veut dire que cette méthode peut être automatisée. Elle est sensible, ça veut dire qu'elle nous détecte une petite quantité d'urée, et elle est aussi spécifique à l'urée, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'interférences. Deuxième méthode, la première méthode c'est la GLDH, deuxième méthode c'est la méthode colorimétrique de Berthelot. Donc, c'est quoi? C'est une méthode, c'est la méthode la plus utilisée. Vous voyez ici, ce n'est pas la méthode de référence, par contre, c'est elle qui est le plus utilisée dans les laboratoires. Pourquoi? Parce qu'elle coûte moins cher que la GLDH. Elle utilise la même chose, spectrophotométrie, mais cette fois-ci, non pas dans l'UV, mais dans le visible. La même chose, vous avez la première réaction qui est l'uréase, donc comme on l'avait dit, vous avez votre ammonium qui est produit, et cette fois-ci, au lieu de le traiter avec la GLDH, la glutamate déshydrogénase, on va le traiter avec un produit chimique qui est le réactif de Berthelot, qui contient du silicate, hypochlorite, nitroprussiate. Ça va nous donner
l'endophénol, un endophénol qui est coloré en bleu-vert, qui absorbe la lumière. Donc on va mesurer l'absorbance de cet endophénol à 600 nanomètres. Et cet endophénol, comme pour le NADH, la quantité d'endophénol produite correspond à la quantité d'ammoniac qui se trouve dans le milieu, et lui-même correspond à l'urée de notre échantillon. Donc indirectement, on pourra faire la liaison et avoir la concentration de l'urée de notre échantillon. Cette méthode, elle est aussi spécifique, elle est sensible, moins que la GLDH bien sûr, mais elle présente l'inconvénient d'avoir un temps de réaction qui est lent. Il faut laisser l'incuber pendant 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir avoir le résultat. Par contre, la GLDH, elle se fait directement. Ok? Elle présente aussi l'avantage, je ne l'ai pas mis ici, donc elle est spécifique, elle est sensible, mais moins que la GLDH, moins que la méthode précédente. Ok? Elle présente l'avantage d'être automatisable aussi, elle est automatisable, mais elle est lente par rapport à la première. Elle est lente par rapport à la première. Donc maintenant, les valeurs normales. Chez un individu normal, les valeurs sont de 0,15 à 0,45 grammes par litre. Les valeurs normales peuvent varier d'un individu à un autre en fonction du sexe. Donc, logiquement, les concentrations de l'urée sont plus augmentées chez l'homme par rapport à la femme. Elle augmente aussi avec l'âge. La concentration de l'urée augmente avec l'âge. Pourquoi? Parce que vous savez que plus on avance dans l'âge, plus nos reins sont moins performants. Donc le débit de filtration glomérulaire diminue et de ce fait, on élimine moins d'urée et de ce fait, on aura une urée qui est augmentée. Elle diminue en cours de grossesse dû justement à l'hémodilution. Vous savez que chez la femme enceinte, il y a ce qu'on appelle une hémodilution. Il y a une hypervolumie. Le capital hydrique augmente chez la femme enceinte et comme on avait dit que l'urée dépend de l'hydratation, donc fortement, automatiquement, elle sera diminuée. Et aussi, le DFG augmente chez la femme enceinte justement pour libérer plus de substances. Dépend aussi de l'alimentation. Chez un individu qui prend beaucoup de protéines, son urée, automatiquement, elle est plus augmentée. Donc ça, c'est les variations physiologiques, c'est-à-dire les variations tout en étant normal. L'individu n'est pas malade, mais son urée varie. Maintenant, les variations pathologiques, ça veut dire que les variations au cours de maladies rénales. Donc, elles diminuent, rénales ou autres. On va voir. L'urée diminue lorsqu'il y a une hyperhydratation pathologique. Lorsqu'il y a une hyperhydratation pathologique. Okay? Lorsqu'il y a une infection hépatique, puisque l'urée, elle est produite par le foie, lorsque nous sommes devant une insuffisance hépatique, le foie ne fonctionne pas correctement, il ne produit pas d'urée. Par contre, l'ammoniac augmente. Parce que pourquoi? C'est l'ammoniac qui est transformé en urée. Et au milieu, vous avez le foie. Le foie prend l'ammoniac et donne de l'urée. Si le foie ne fonctionne pas correctement, l'ammoniac augmente et l'urée diminue. Diminue aussi, on la trouve abaissée pathologiquement dans les déficits congénitaux du cycle de l'urée. Parce que la voie métabolique qui nous donne l'urée, c'est le cycle de l'urée. Si les enzymes du cycle de l'urée sont absentes d'une manière héréditaire, il n'y aura pas de cycle d'urée, il n'y aura pas d'urée. Et vous avez aussi des carences nutritionnelles. Donc, lorsque la personne est devant une dénutrition sévère, l'urée est abaissée. Ça, c'est quand est-ce qu'elle diminue. Si vous dosez l'urée et vous trouvez l'urée effondrée, vous allez suspecter l'une des pathologies suivantes. Maintenant, quand est-ce qu'elle est augmentée? Alors, dites-moi, quand est-ce qu'elle est augmentée? Quand le glomérule est défaillant. Quand est-ce qu'on trouve un glomérule défaillant? Nous sommes devant une insuffisance rénale aiguë ou bien chronique. Le glomérule ne fonctionne pas correctement, l'urée n'est pas filtrée, l'urée augmente dans le sang. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand est-ce que l'urée augmente? Une hypovolémie, une déshydratation. Par exemple, une personne qui présente de diarrhée chronique et sévère, et bien des vomissements chroniques. Quand est-ce qu'encore? Les diabétiques, très très bien. Chez les diabétiques, il y a une défaillance du fonctionnement de l'insuline. Soit une défaillance du fonctionnement de l'insuline, soit une insulinopénie, production d'insuline insuffisante, soit défaillance des récepteurs de l'insuline. Et de ce fait, le corps ne consomme pas du glucose malgré que dans le sang, on a beaucoup de glucose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir consommer des protéines, des lipides et des protéines. Donc, il consomme beaucoup de protéines. Et de ce fait, il aura beaucoup d'urée. Donc, un hypercatabolisme protéique dans le cas des diabétiques. On va voir. Donc, tout d'abord, insuffisance rénale, on est bien d'accord. Deuxièmement, déshydratation, comme a dit votre camarade. Troisièmement, augmentation du catabolisme protéique, par exemple chez les individus diabétiques. Quand on a aussi de la fièvre, une hyperthermie, on consomme des protéines, il y a une dégradation protéique. Okay? Et vous avez aussi les infections, les différentes infections. Quand une personne présente une infection sévère, donc il y aura une augmentation de l'urée. Mais le plus important dans tout ça, ce qui nous intéresse nous, c'est ça, c'est l'insuffisance
rénale. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à, justement, à la filtration glomérulaire. Mais vous voyez que l'augmentation, la diminution, elle n'est pas spécifique au rein. Très bien, parfait. Intérêt du dosage, donc son augmentation dans l'insuffisance rénale est moins spécifique que celle de la créatinine. On va voir par la suite la créatinine. Par contre, son augmentation, elle est plus sensible que la créatinine. Elle n'est pas spécifique. Mais quand il y a effectivement une fonction rénale altérée, l'augmentation de l'urée augmente plus que celle de la créatinine. Elle est plus sensible. Très bien. Ça, c'est concernant l'urée dans le sang. Donc, de la même manière qu'on peut doser l'urée dans le sang, on peut la doser dans les urines. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Un rein qui fonctionne correctement élimine beaucoup d'urée. Et de ce fait, lorsqu'on va doser l'urée dans les urines, on va trouver beaucoup d'urée. Si on trouve moins, on est devant une insuffisance rénale. C'est l'inverse que le sang. OK? Très bien. Donc, ça se dose avec les mêmes méthodes, mais ça nécessite une dilution. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'urée dans les urines. Ces méthodes-là ne peuvent pas doser quand il y a beaucoup d'urée. Donc, il faut faire une dilution des urines pour rabaisser un petit peu la concentration de l'urée et faire le dosage avec les méthodes enzymatiques. Ça va? Vous comprenez, mademoiselle? Très bien. Les variations physiologiques sont de 15 à 30 grammes, non pas par litre, mais plutôt par 24 heures. Pourquoi? Parce que le dosage de l'urée, on le fait sur les urines de 24 heures. Ça veut dire que l'individu va collecter les urines de 24 heures et ensuite on va doser sur ces urines de 24 heures. Très bien, on continue. Maintenant, on va passer, comme vous l'avez compris, à la deuxième molécule qu'on peut doser, qui est la créatinine. En plus de l'urée, on peut doser la créatinine. La créatinine, d'où est-ce qu'elle vient, la créatinine? La créatinine, c'est le produit de dégradation de quoi? De la créatine. Vous avez déjà entendu parler de la créatine. La créatine, c'est un substrat énergétique. C'est le carburant, en quelque sorte, du muscle. Le muscle n'utilise pas de l'ATP, mais plutôt de la créatine. Les fibres musculaires utilisent préférentiellement de la créatine. Lorsqu'ils utilisent de la créatine, lorsqu'elle est utilisée, la créatine est transformée en créatinine. Donc, c'est le déchet métabolique de la créatine. Cette créatinine-là, qui nous intéresse, là, on ne va pas doser la créatine, on va doser la créatinine. Il faut faire la différence. Okay? Cette créatinine-là, c'est un déchet métabolique. Elle est éliminée par quoi? Par le rein, et elle est filtrée par le glomérule. C'est pour ça qu'elle peut nous donner un reflet sur le fonctionnement glomérulaire. Elle n'a aucun rôle, la créatinine, c'est un déchet métabolique, elle n'a aucun rôle au niveau de notre corps. Donc, elle est filtrée complètement par le glomérule. Elle est peu sécrétée et pas réabsorbée par les tubules, contrairement à l'urée. Elle est sécrétée un petit peu, mais beaucoup moins que l'urée. Donc, elle est plus spécifique au glomérule que l'urée. Cependant, elle dépend, elle aussi, elle a des faiblesses. Cette créatinine, elle a des faiblesses. Elle dépend de la masse musculaire. Parce qu'on avait dit que la créatinine, elle vient des muscles. Si une personne elle a une masse musculaire, un athlète, elle a une masse musculaire importante, automatiquement, elle va produire plus de créatinine. Par rapport à une personne maigrichonne qui n'a pas de muscles. Chez un homme qui a une masse musculaire plus importante qu'une femme, automatiquement, la créatinine est plus importante. Chez des individus d'une certaine ethnie, d'une certaine race, par exemple les Afro-Américains, ont une masse musculaire plus importante que les Caucasiens, ou bien que les Nord-Africains. Ok? C'est normal. Donc, elle dépend de la masse musculaire. Et elle dépend aussi de l'activité physique. Une personne qui exerce beaucoup d'activité physique sollicite plus ses muscles, et ces muscles produisent beaucoup de créatinine, et de ce fait, lorsqu'on va doser la créatinine, on va la trouver plus augmentée par rapport à l'individu sédentaire qui ne fait pas d'activité physique. Compris? Donc, vous voyez que la créatinine, certes, elle dépend de la filtration glomérulaire, mais à côté, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer cette créatinine-là. Par contre, contrairement à l'urée, elle est indépendante de l'alimentation. Donc, vous avez beau à manger des protéines, vous n'allez pas modifier votre concentration de créatinine. Elle ne dépend pas de l'alimentation. La créatinine ne dépend pas de l'alimentation. Donc, sa concentration dans le sang, elle est plus spécifique du DFG par rapport à l'urée. On est d'accord? Parfait. Maintenant, le prélèvement. Le prélèvement se fait toujours sur tube sec ou bien hépariné. Il faut le faire à distance de toute activité physique. Vous avez compris pourquoi. Si vous faites, un marathon de 40 km et le lendemain vous allez doser la créatinine, vous allez trouver une créatinine qui est au plafond. C'est normal, parce que vous avez produit beaucoup de créatinine. Ok? Le jeûne n'est pas impératif, mais il est préférable. Donc, il faut faire attention au prélèvement ictérique chez un individu qui a un taux de bilirubine élevé. Les bilirubines n'influencent pas le taux de créatinine, mais plutôt influencent les méthodes de dosage.
lorsque l'échantillon contient beaucoup de bilirubine, les méthodes de dosage, certaines méthodes de dosage qu'on va voir, sont influencées par la bilirubine. Il va y avoir une sous-estimation de la créatinine. Méthode de dosage maintenant. Concernant le prélèvement, c'est bon. Maintenant, on va voir méthode de dosage. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes de dosage. Pour la créatinine, il existe un grand nombre de méthodes de dosage. Les plus importantes utilisent des réactifs chimiques qu'on appelle le réactif de Jaffe. Le réactif de Jaffe. C'est un réactif qui a une coloration jaune. Donc, les méthodes au réactif de Jaffe, ce sont des méthodes purement chimiques. Il n'y a pas d'enzyme dedans. Et vous avez à côté des méthodes enzymatiques. On va commencer tout d'abord par le réactif de Jaffe. Ce réactif de Jaffe, ce n'est que du picrate alcalin. Acide picrique alcalin. Du picrate alcalin. C'est la méthode qui est la plus utilisée au laboratoire. Ce ne sont pas les méthodes enzymatiques qui sont utilisées, mais c'est plutôt la méthode au Jaffe. Elle se fait toujours par spectrophotométrie visible. Voilà, le picrate alcalin, il a une coloration jaune. Vous avez votre créatinine, elle va réagir avec le réactif de Jaffe, et la créatinine, avec le Jaffe, le picrate alcalin, va nous donner un composé qu'on appelle le Janowski complexe, ou bien complexe de Janowski. Ce complexe de Janowski, il a une coloration un petit peu orangée, rougeâtre. Cette coloration orangée dépend de la concentration de la créatinine. Si vous avez beaucoup de créatinine, vous aurez une coloration orangée qui est plus intense. Donc l'intensité de l'absorbance spectrophotométrique de ce complexe Janowski est proportionnelle au taux de créatinine dans le sang. Compris? Donc l'intensité de la coloration jaune-orangée du complexe de Janowski est mesurée à 500 nanomètres. Donc l'absorbance est mesurée à 500 nanomètres. Le problème de cette méthode, le souci de cette méthode, c'est qu'elle est non spécifique. Elle n'est pas spécifique à la créatinine. Imaginez qu'en plus de la créatinine, vous avez votre sérum, vous voulez doser la créatinine. Vous avez ajouté l'acide picrique, le picrate alcalin. Le problème, c'est que d'autres réactifs ici vont réagir avec le picrate et vont vous donner le même complexe de Janowski. Donc, il va y avoir une coloration orangée. Vous allez croire que c'est dû à la créatinine, mais en réalité, c'est dû un petit peu à la créatinine, mais c'est dû aussi à d'autres composés qu'on appelle les composés Jaffe positifs, tels que le glucose. Le glucose réagit avec le picrate alcalin. Les protéines réagissent. L'acétate réagit. Vous voyez un petit peu qu'il y a un manque de spécificité. De la même manière, vous avez des Jaffe négatifs, des Jaffe négatifs. Vous avez des Jaffe décomposés, des interférents Jaffe positifs qui augmentent la coloration, donc il y aura une surestimation. Et de la même manière, vous avez des composés Jaffe négatifs qui interfèrent entre la réaction de la créatinine et le picrate alcalin, et de ce fait, vous avez une sous-estimation. C'est la bilirubine dont je vous ai parlé tout à l'heure lors du prélèvement. Quand un échantillon est ictérique, contient beaucoup de bilirubine, ça va influencer la réaction créatinine-Jaffe, et de ce fait, vous aurez une sous-estimation malgré qu'il y ait beaucoup de créatinine. Donc, pour pallier à cet inconvénient-là, pour justement résoudre ce problème-là, plusieurs modifications ont été développées. La première modification, c'est le dosage au point final. Qu'est-ce que ça veut dire le dosage au point final? On va mettre notre échantillon avec le picrate alcalin et on va laisser le picrate alcalin réagir jusqu'à que la créatinine a complètement réagi avec le picrate alcalin. Mais au préalable, juste avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une déprotéinisation. On va enlever les protéines qui influencent plus, qui sont les plus Jaffe positifs. Dans un sérum, ceux qui interfèrent le plus, c'est les protéines. Donc vous avez le glucose, vous avez l'acétoacétate, tous les réactifs Jaffe positifs, mais ce qui influence le plus, ce sont les protéines. Donc on va enlever d'abord les protéines par précipitation, en ajoutant par exemple l'acide tinctique ou bien tricloacétique. On va précipiter les protéines, et on prend notre sérum, et on va le faire réagir avec le picrate alcalin. On va le laisser, on va donner le temps nécessaire pour que la réaction se fasse complètement. Et après, on va mesurer l'absorbance et on aura un reflet sur la concentration de la créatine. Donc ici, on a enlevé l'influence des protéines, mais on n'a pas enlevé l'influence des autres Jaffe positifs. Donc c'est ça la faiblesse. Et en plus de ça, cette méthode-là, elle est lourde. Imaginez que pour tout échantillon, on va faire une déprotéinisation. On attend le temps que ça se déprotéinise, et c'est vraiment lourd comme méthode. Donc elle n'est pas adaptée à un dosage de routine. On peut le faire en recherche, par exemple, dans un laboratoire de recherche, mais on ne peut pas le faire dans un laboratoire d'hôpital. Okay? Ce n'est pas une méthode de routine. Donc, on a tendance à délaisser cette méthode-là. La deuxième méthode, c'est la méthode cinétique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la méthode cinétique? Ça veut dire qu'on ne va pas laisser la réaction se faire jusqu'à la fin et mesurer une seule fois l'absorbance. Non.
on va mesurer l'absorbance au fur et à mesure qu'il y a réaction. Donc on va ajouter notre réactif et juste après on va mesurer l'absorbance. On va suivre l'évolution de l'absorbance. Donc certains réactifs Jaffe positifs vont réagir avec le picrate alcalin avant la créatinine et d'autres vont réagir après la créatinine. Donc on va mesurer, on va prendre l'absorbance à T 20 secondes et à T 80 secondes. Et on va faire la différence entre T 80 secondes, l'absorbance T 80 secondes et l'absorbance T 20 secondes. Cette absorbance-là, cette différence correspond à l'absorbance de la créatinine. Pourquoi? Parce que certains réactifs Jaffe positifs absorbent avant et d'autres absorbent après. L'intervalle 20-80, c'est la réaction de la créatinine. Donc on va prendre cet intervalle-là, l'absorbance de cet intervalle-là correspond exactement à la concentration de la créatinine. Ok? Par exemple, l'acétoacétate réagit avant 20 secondes. Et les autres Jaffe positifs réagissent après 80 secondes. Si les uns réagissent avant et d'autres réagissent après, ça veut dire la différence, c'est la créatine. Cette méthode, elle est plus sensible, plus spécifique, d'accord? Et c'est la plus utilisée. C'est ce qu'on utilise en routine et elle est aussi automatisable. Contrairement à celle-là qui n'est pas automatisable. Celle-là, elle est automatisable, donc elle est adaptée dans un laboratoire d'un CHU ou bien d'un EHU. Ok? Compris? Très bien. Ça, tout ce qu'on a dit de maintenant, c'est les réactifs de Jaffe. C'est les méthodes chimiques. Maintenant, il y a d'autres méthodes, ce sont les méthodes enzymatiques. Méthode enzymatique, maintenant, on ne va pas utiliser le Jaffe. On va utiliser des enzymes. Ok? La première méthode, c'est la méthode de la créatinine oxydase, plutôt. La créatininase et la peroxydase. On va utiliser deux enzymes. Créatininase et peroxydase. Donc, vous avez votre créatine. On va la faire réagir avec la créatininase. Ça va vous donner la créatine. La créatine, ensuite, on va la prendre. On va la faire réagir avec la créatinase. Et cette fois-ci, ça va vous donner de l'urée. Vous voyez ici, 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Sarcosine, 1 mol. Ensuite, on va prendre la sarcosine. On va la faire réagir avec l'oxydase. Ça va vous donner formaldéhyde, glycine et peroxyde d'hydrogène. 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Ensuite, l'H2O2 va réagir avec la 4-aminophénazone en présence de peroxydase et ça va vous donner la quinonimine qui est colorée en rouge. Donc, on va vous doser cette quinonimine qui est colorée. Donc, on va mesurer l'absorbance de la quinonimine. Cette absorbance, la quantité, l'intensité de la coloration de cette quinonimine qui est rouge, correspond à l'H2O2, qui lui-même correspond à la sarcosine, qui lui-même correspond à la créatine, et ce qui elle-même correspond à la créatine. Donc, la concentration de quinonimine par rapport à son absorbance, c'est le reflet de la créatinine sanguine. Très bien. Donc, on mesure à 540 nanomètres. La deuxième méthode enzymatique, c'est la méthode, toujours vous avez la créatinase, et vous avez la lactate déshydrogénase. Donc, ici, la première, c'est la créatinase, la dernière, c'est la lactate déshydrogénase. Donc, de la même manière, créatinine vous donne créatine. Ensuite, la créatine, en présence de la créatine kinase, ça va vous donner la créatine phosphate. Ensuite, créatine phosphate, en présence d'ADP pyruvate, ça va vous donner du pyruvate. Le pyruvate, à la fin, il est dosé par le lactate déshydrogénase, qui va nous consommer du NAD. Et la consommation du NAD correspond au pyruvate, qui correspond à la créatine. Vous avez compris un petit peu le principe. Okay? Ici, on mesure l'UV, la diminution de l'UV, et non pas l'apparition de la coloration. Très bien. Donc, ces méthodes-là, c'est les méthodes enzymatiques-là, elles sont plus spécifiques que le picrate alcalin. Les méthodes enzymatiques sont plus spécifiques que les méthodes chimiques. Permettront de résoudre le problème des fameux interférents. Jaffe positif, Jaffe négatif. Ici, il n'y a pas d'interférents, parce que ce sont des enzymes qui sont spécifiques à leur substrat. Mais le souci, c'est qu'elles coûtent cher. Elles coûtent trop cher. C'est ça l'inconvénient. Elles sont onéreuses par rapport au picrate alcalin. Il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes de dosage. Par exemple, à la créatine désaminase, je n'ai pas voulu vous donner toutes les méthodes. Maintenant, malgré que ces méthodes enzymatiques sont plus spécifiques et plus sensibles que le picrate alcalin, le souci c'est qu'elles sont onéreuses et aussi qu'elles ne sont pas la méthode de référence. Malgré ça, elles ne sont pas des méthodes de référence. La méthode de référence pour la dosage de la créatinine, c'est la chromatographie en phase gazeuse. Vous connaissez la chromatographie? C'est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec une dilution isotopique. Une dilution isotopique, c'est une méthode de dosage de la spectrométrie de masse. Pas la peine d'aller rechercher comment ça fonctionne. L'essentiel, il faut tenir que la méthode de référence, c'est quoi? C'est la CPG,
associée à la SM, à la spectrométrie de masse. Le souci, c'est que la CPG, c'est impossible de l'appliquer en routine. Impossible. La CPG, on ne peut pas l'utiliser en routine. On peut la retrouver de la même manière dans des labos de recherche ou bien dans des structures bien spécialisées, mais on ne peut pas la retrouver dans un hôpital, par exemple. Okay, pour doser la créatinine, pour doser autre chose peut-être, mais pas pour la créatinine. Mais ça reste la méthode de référence. Maintenant, les valeurs normales. Les valeurs normales dans le sang. Chez un homme, elles sont de 7 à 13 mg par litre. Chez une femme, de 6 à 12. Les variations physiologiques. Maintenant, les variations physiologiques, donc ça varie en fonction de la masse musculaire. Donc on l'a compris. En fonction du sexe, on l'a compris. En fonction de l'âge. Il faut faire attention. Avec l'âge, à un certain moment, elle augmente. Pourquoi? Parce que le DFG diminue avec l'âge. Mais dans l'âge très avancé chez les vieillards, leur masse musculaire diminue. Ils n'auront plus de masse musculaire. Donc même si leur DFG est abattu, il n'y a pas de créatinine. Vous allez trouver une créatinine qui est faible. Elle augmente avec l'activité physique. Elle varie en fonction de l'état. La grossesse, elle diminue jusqu'à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a une hémodilution. Variation pathologique. Quand est-ce qu'elle diminue? Exactement, très très bien. La créatinine vient des muscles. Si vous avez par exemple une rhabdomyolyse ou une fente musculaire sévère, il n'y aura pas de créatine. Atrophie musculaire importante, comme vous avez dit, exactement ça. Et elle augmente dans les insuffisances rénales. Donc de la même manière, la créatinine peut être dosée dans les urines, et cette fois-ci, en même principe, donc, normalement, on va trouver beaucoup de créatinine dans les urines. La normale, c'est de trouver beaucoup de créatinine et non pas l'inverse. Donc, elle se fait sur les urines de 24 heures de la même manière, et après une dilution aussi. Donc la norme, elle est de 1 à 2 grammes à 24 heures. Et elle se dose de la même manière que les méthodes utilisées pour le sang. Ça y est, on a fini avec la créatinine. Maintenant, on peut doser aussi l'acide urique. Vous avez l'urée, vous avez la créatinine et vous avez l'acide urique. Bon, l'acide urique, il faut savoir que maintenant, il est délaissé. Mais j'ai tenu à le mettre pour que vous le connaissiez quand même. Parce qu'avant, on utilisait l'acide urique comme un marqueur de l'insuffisance rénale. Maintenant, on ne l'utilise plus. Il ne faut pas mélanger acide urique avec l'urée. Ce sont deux choses différentes. Vous avez l'urée et l'acide urique. C'est pas la même chose. L'urée, elle vient des protéines et l'acide urique vient de l'ADN. C'est les dégradations cellulaires. Quand les cellules se dégradent, leur ADN se dégrade et plus précisément les bases puriques qui constituent l'ADN. Quand elles se dégradent, elles nous donnent de l'acide urique. Elles nous donnent de l'urate. Acide urique ou bien urate. L'acide urique, de la même manière, est complètement filtré par le glomérule. Mais le souci, c'est qu'il est complètement réabsorbé. Et une partie est ensuite sécrétée par les tubules. Donc vous voyez qu'il est réabsorbé, filtré, réabsorbé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout spécifique. C'est pour ça qu'il est délaissé. Même s'il est filtré par le glomérule, il n'est pas spécifique au glomérule. Okay? Sa concentration, certes, si votre glomérule ne fonctionne pas, certes, il augmente. Mais il augmente beaucoup dans autre chose. Il augmente dans la goutte, il augmente dans d'autres pathologies. Donc il n'est pas spécifique au rein. La méthode de dosage la plus utilisée repose sur la diminution de l'absorbance de l'UV par l'urate. Et cet urate, lui-même, il absorbe dans l'UV. Donc, si on le traite avec un réactif de dosage qui est l'uricase et non pas l'uréase, l'uricase va le transformer en allantoïne. Donc, l'acide urique au début, il est absorbé dans l'UV. Mais quand on le traite avec l'uricase, il est transformé en allantoïne et on n'absorbe pas dans l'UV. Donc, vous prenez au début votre échantillon, vous allez mesurer l'absorbance de l'UV de votre échantillon. Vous aurez par exemple une absorbance de 0,500. Vous allez ajouter l'uricase et après l'uricase, vous aurez 0,200. Ça veut dire la différence 0,300, c'est l'acide urique. Vous avez compris. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est le dosage simple. On va prendre le sang et on va doser les déchets métaboliques qui sont censés être filtrés par le glomérule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour explorer plus spécifiquement la filtration glomérulaire, on ne va pas doser, mais plutôt on va calculer la clairance rénale. On va d'abord voir pourquoi est-ce qu'on va faire ça. Donc il faut savoir que ces déchets azotés, qu'on vient de voir maintenant, les déchets azotés, éliminés par le rein, est un moyen simple et rapide, comme on vient de le voir, d'explorer, d'avoir un reflet sur le DFG, sur le débit de filtration glomérulaire. Mais même les déchets les plus spécifiques, tels que la créatinine, ont des défaillances, ne sont pas vraiment spécifiques au glomérule. Pourquoi? Parce qu'on va, comme on avait vu, elles dépendent de la masse musculaire, etc. Donc, la mesure de la clairance rénale est un moyen plus spécifique pour
mesurer le DFG. Donc on va pallier à toutes les autres influences. On va s'intéresser seulement au DFG. Par exemple, donc vous voyez un petit peu ce diagramme. Vous voyez ici la concentration de la créatinine. La concentration de la créatinine. Vous voyez ici créatinine sanguine qui est basse et on augmente. Créatinine sanguine qui est augmentée. Vous avez de l'autre côté le DFG, le débit de filtration glomérulaire en millilitres par minute. Normalement, un DFG doit être grand, doit être important. Quand le rein fonctionne correctement, le débit de filtration glomérulaire est important. Ok? Quand il y a insuffisance rénale, le DFG est diminué. Très bien. Donc vous voyez ici que lorsque le DFG est augmenté, par exemple, on prend ce point-là, lorsque le DFG est à peu près à 140, la créatinine, elle est basse. La créatinine sanguine, elle est basse. Vous êtes d'accord avec moi? Supposons que l'individu présente une insuffisance rénale chronique qui évolue lentement. Au début, il était normal. La créatinine, elle était basse. Ensuite, le DFG commence à diminuer. Vous voyez que même lorsque le DFG diminue, la créatinine reste toujours basse. Elle augmente un petit peu, mais elle n'augmente pas d'une manière significative. Donc vous voyez, quand le DFG diminue, la créatinine reste normale, elle n'est pas augmentée, augmente peu. L'individu présente une insuffisance rénale chronique, il est en train d'évoluer dans son insuffisance rénale chronique, mais on est en train de le suivre avec la créatinine. Donc on va croire que l'individu est normal, mais en réalité, il est en train de faire une insuffisance rénale chronique. Elle ne devient, elle n'augmente la créatinine. Franchement, c'est jusqu'à là que la créatinine commence à augmenter d'une manière franche. Donc, elle n'augmente franchement que lorsque c'est trop tard, que lorsque le DFG est vraiment bas. Donc c'est ça l'inconvénient des déchets azotés. Ils sont pas vraiment précoces de la pathologie rénale. Donc c'est pour ça qu'on va partir mesurer autre chose qui est la clairance rénale. On continue. Maintenant, on va justement voir cette définition de la clairance. Qu'est-ce que c'est que la clairance? Donc la clairance rénale d'une substance donnée. Donc quand on parle de clairance, on ne va pas parler de clairance rénale. On va parler clairance rénale de la créatinine. Clairance rénale de l'inuline. Donc il y a toujours clairance rénale de quelque chose. Donc il y a toujours clairance d'une substance donnée. Donc clairance rénale d'une substance donnée, qu'elle soit endogène ou exogène, vous allez comprendre, est le volume de plasma complètement débarrassé de cette substance par le rein par unité de temps, par minute. Donc si, par exemple, on va parler de la clairance du rein pour la créatinine, clairance du rein pour la créatinine, elle est de 120 ml par minute. De 120 ml par minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque minute, 120 ml de sang ont été complètement filtrés de leur créatinine. Donc ce n'est pas un dosage massif, c'est pas en grammes par litre. Non, c'est en millilitres de sang épuré d'une substance donnée chaque minute. Donc c'est le moyen le plus sensible et le plus fiable pour estimer le débit de filtration glomérulaire. La clairance est calculée par la formule suivante. C'est un calcul. C'est un calcul qu'on le fait avec une formule. La clairance rénale d'une substance donnée est égale à UVP. Donc CL, c'est la clairance de la substance donnée. Son unité, c'est millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire ce 1,73 mètres carrés? C'est la surface corporelle. C'est la surface corporelle de l'individu. Donc il faut toujours rapporter la clairance à la surface corporelle de l'individu. Pourquoi? Parce que chez une personne obèse de grande taille, quand vous allez mesurer la clairance, vous allez la retrouver augmentée. Mais on ne sait pas si elle est augmentée parce qu'il est obèse ou bien si elle est normale. Donc il faut toujours la rapporter à une surface corporelle normale qui est de 1,73 mètres carrés. Et à ce moment-là, quand on la rapporte à 1,73, on pourra interpréter. Ok? Très bien. U, c'est quoi? U, c'est la concentration de cette substance dans les urines de 24 heures. La concentration de la substance dans les urines de 24 heures. P, c'est la concentration de cette substance dans le plasma. Donc vous voyez, pour mesurer la clairance, on mesure la concentration dans les urines et dans le plasma. V, c'est la diurèse. C'est la diurèse exprimée non pas en millilitres ou bien en litres par 24 heures, mais plutôt en millilitres par minute. Et S, comme on vient de le dire, c'est la surface corporelle. C'est ça. Donc, pour avoir cette clairance en 1,73 mètres carrés, il faut multiplier par 1,73 et diviser par la surface corporelle vraie de l'individu. C'est une règle de 3. Est-ce que c'est compris? Donc, on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Hein? Maintenant, les substances qui sont utilisées. Donc, vous avez compris que c'est la clairance par rapport à une substance donnée. Les substances qu'on peut utiliser, il faut qu'elles aient des caractéristiques bien déterminées. Il faut qu'elles soient non toxiques par l'organisme, dans le cas où on utilise des substances exogènes. Parfois,
pour mesurer la clairance, on va injecter exprès une substance exogène qu'on sait qu'elle va être filtrée complètement par le glomérule. Et on va mesurer sa concentration en fonction du temps. On va la suivre et on va mesurer sa concentration dans le sang de mesure et on va calculer la clairance. Donc, cette substance qu'on va utiliser, elle ne doit pas être toxique, vous avez compris. Elle doit être filtrée complètement par le glomérule. C'est ça le but. Elle ne doit être ni sécrétée, ni réabsorbée par les tubules. Compris? Donc, la concentration dans le sang doit être constante. Donc ça veut dire on ne va pas introduire une substance exogène pour mesurer la clairance, et cette exogène, au lieu d'être filtrée par le glomérule, elle est métabolisée, elle est dégradée par le foie, par exemple. C'est bête. Okay? Il faut utiliser une substance qui n'est pas dégradée ailleurs, qui est complètement filtrée par le glomérule, pour avoir un reflet sur le DFG. Donc elle n'est pas transformée aussi dans les urines, parce qu'on va faire un dosage dans les urines. On va avoir une sous-estimation, on va croire que c'est le rein qui n'a pas éliminé la substance, mais en réalité, elle a été dégradée par des substances urinaires. Et aussi, elle ne doit pas être liée aux protéines plasmatiques. Et elle ne doit pas aussi être éliminée par une voie extra-rénale, par exemple, par le tube digestif, par exemple. Quand je dis tube digestif, par la voie hépatique. Et aussi, elle doit être facile à doser. On ne va pas choisir une substance qui est difficile à doser. Très bien. Maintenant, on va voir quelles sont les substances qu'on utilise fréquemment pour la mesure de la clairance rénale. Donc, on peut utiliser soit des molécules exogènes, comme je vous ai expliqué. Des molécules exogènes, ça veut dire que ce sont des molécules qui naturellement ne sont pas dans notre organisme. Donc on va injecter par voie intraveineuse des substances qui sont complètement filtrées par le glomérule et ensuite on va mesurer la concentration au niveau sanguin et au niveau urinaire et on va mesurer la clairance rénale de ces substances-là. La substance la plus utilisée c'est l'inuline, ou bien iohexol, ou bien iotalmate. Ou bien on peut utiliser aussi des produits radioactifs tels que le chrome EDTA ou bien le TC, j'ai oublié son nom. Technetium DTPA. Ce sont des produits radioactifs. Ok? C'est les méthodes de référence pour mesurer la clairance d'une manière juste. C'est la méthode exacte pour le faire. On va utiliser une méthode exogène, soit avec l'inuline, soit avec les substances radioactives. Pourquoi ce sont des méthodes de référence? Parce que elles reflètent exactement et d'une manière précise le débit de filtration glomérulaire. Elles ne sont ni sécrétées, ni réabsorbées, ni dégradées, ni rien du tout. Elles sont éliminées par le DFG tout court, par le glomérule. Et de ce fait, elles reflètent exactement le DFG. Donc quand on parle, par exemple, de la clairance de l'inuline, c'est égal débit de filtration glomérulaire. On peut parler de débit de filtration glomérulaire. Compris? De l'autre côté, on peut mesurer la clairance des substances endogènes, telles que la clairance de la créatinine, par exemple. Non pas le dosage de la créatinine, mais la clairance de la créatinine. C'est un moyen simple et efficace d'avoir un reflet sur le DFG, mais puisqu'on sait que la créatinine, elle est réabsorbée, elle dépend de la masse musculaire, etc., elle ne reflète pas exactement le DFG. Donc la clairance de la créatinine, c'est meilleur que le dosage de la créatinine, mais il n'est pas meilleur que la clairance de l'inuline. Très bien. Donc tout d'abord, clairance de l'inuline. Comme je viens de vous dire, l'inuline est un polysaccharide. C'est un polymère de fructose. C'est la substance qui permet la mesure la plus exacte du DFG. Nécessite, d'accord, une injection intraveineuse, parce que c'est exogène. Intraveineuse, et on continue de l'inuline. C'est un protocole lourd, inadapté pour le dosage en routine. Donc, elle a tendance à être remplacée par les produits radioactifs. Vous avez de l'autre côté la clairance de la créatinine. C'est la méthode la plus utilisée, malgré qu'elle n'est pas vraiment spécifique au DFG. Elle est utilisée, pourquoi? Parce qu'elle ne nécessite pas un protocole lourd comme celle de l'inuline. Pourquoi? Parce que c'est une substance endogène. On n'a pas besoin d'aller injecter de la créatinine. C'est la créatinine endogène qu'on va suivre, contrairement à l'inuline. Ok? Donc, DFG de l'inuline, méthode de référence, mais lourde à mettre en place. La clairance de la créatinine, elle est intermédiaire dans la spécificité, mais elle est la plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à mettre en place. Ok? Très bien. Donc, elle permet une estimation, la clairance de la créatinine, une estimation du DFG, et non pas un DFG exact. On va prendre un exemple. Jeune homme sportif de 25 ans, poids 90 kg. Il mesure 1,88. On veut lui faire sa clairance. On veut mesurer, on va voir ce rein s'il fonctionne correctement ou s'il ne fonctionne pas correctement. On va lui doser sa créatinine. Pour calculer la clairance, il faut d'abord mesurer la créatinine sanguine et la créatinine urinaire. La créatinine sanguine revient à 11 mg par litre.
la créatinurie, créatinine urinaire, revient à 1450 mg par litre d'urine. Par litre d'urine, et non pas 24 heures. Donc, créatinurie dans les urines de 24 heures, elle est de 1450 mg par litre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les urines de 24 heures, on a dosé la créatinine. Donc, on a trouvé une concentration de 1450 mg par litre. Si on veut la transformer en 24 heures, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la multiplier fois la diurèse. Si durant 24 heures, on a 1 litre, donc on aura 1450 mg par litre, qui correspond à 1450 mg par 24 heures, puisque durant 24 heures, on a uriné 1 litre. Maintenant, si on a uriné 2 litres, donc il faut multiplier fois 2 pour avoir un résultat en 24 heures. Mais ici, non, on ne va pas la transformer en 24 heures, on va la laisser en litres. On va voir ça par la suite. Je répète. Créatinurie. Donc, le type a uriné pendant 24 heures, il a collecté ses urines, il les a ramenées au laboratoire, et on les a dosées. On a dosé sa créatine. La méthode de dosage va vous rendre un résultat en milligrammes par litre. 1 milligramme par litre. Donc, ça veut dire, pour chaque litre d'urine, vous avez 1450 mg de créatine. Pour chaque litre d'urine. Maintenant, si durant 24 heures, vous avez 1 litre d'urine, ça veut dire que la créatinine, c'est 1450 mg par litre, et qui est égal à 1450 mg par 24 heures. Pourquoi? Parce que durant les 24 heures, il a uriné 1 litre. Maintenant, s'il a uriné 2 litres, vous allez trouver 1450 mg par litre, mais durant 24 heures, vous avez 2 litres. Vous allez multiplier fois 2, fois la diurèse, pour trouver en 24 heures. Mais ici, on ne va pas faire ça, on va la laisser telle qu'elle, en milligrammes par litre. Compris? Diurèse, 1,5 litre par 24. Donc la clairance, on avait dit, c'est UVP fois 1,73 divisé par S. Maintenant, il faut d'abord commencer par transformer la diurèse. La diurèse, elle est en 1,5 litre par 24 heures. Il faut la transformer en millilitres par minute. D'accord? Il faut la transformer, pour l'appliquer dans notre formule, il faut la transformer en millilitres par minute. Donc, vous avez 1,5 litres par 24 heures. Pour transformer litre en millilitres, il faut multiplier fois 1000. Et pour transformer les 24 heures en minutes, qu'est-ce qu'il faut diviser? Il faut diviser d'abord par 24. Et ensuite, on divise par 60 pour retomber dans les minutes. D'accord? Donc, il faut multiplier par 1000, diviser par 24, diviser par 60. Et on tombe à 1,04 millilitres par minute. Maintenant qu'on a notre diurèse, on a notre V. Ici, on a déterminé le V. U, V, P. Nous avons notre V, qui est la diurèse, en millilitres par minute. Maintenant, on va calculer la clairance. La clairance, en premier lieu, on va la calculer sans surface corporelle. On va faire seulement UVP. OK? Donc, U, 1450. Ici, je me suis trompé. Je vais corriger tout de suite. Continuer. Donc, ici, 1400. Donc, on va remplacer. Donc, vous avez 1400 fois V, fois diurèse, divisé par P, qui est 11. Donc, il faut faire attention ici aux unités. Si vous utilisez milligrammes par litre dans les urines, il faut garder milligrammes par litre dans le sang. Si vous utilisez micromol, utilisez micromol. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la même unité pour que ça part. Donc, après, dans la clairance, on aura millilitres par minute. Okay? Et on aura une clairance qui est égale à 132 millilitres par minute. Et vous voyez ici, je n'ai pas à rajouter 1,73 mètres carrés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas corrigé. Donc vous voyez, en premier abord, l'individu, le jeune homme de 25 ans, il a une clairance de 132 millilitres par minute. Vous allez dire, quand même, il a une grande clairance, parce que la clairance normale, vous allez voir par la suite, elle est environ de 120. Okay? Il a une grande clairance, mais cette clairance, elle est augmentée. Ce n'est pas parce que son rein fonctionne correctement, ou il surfonctionne. Non, c'est parce qu'il est grand. Il mesure 90 kg, et il a 1,28 m de taille. Okay? Maintenant, il faut la corriger, cette clairance, par rapport à la taille de 1,73 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le S, la surface corporelle. C'est égal à taille, poids, divisé par 3600, le tout, racine. Et on aura une surface corporelle qui est égale à 2,17 mètres carrés. Maintenant, on va corriger. Donc, on va prendre cette clairance-là, on va la multiplier fois 1,73 et on la divise fois 2,17. Et vous voyez quand on corrige, on retombe à 105 ml par minute. Vous voyez que, en premier abord, c'était à 132, mais après, le type est près de l'insuffisance rénale. Quand on calcule la clairance en fonction de la surface corporelle,
La personne, elle est près de l'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que sa clairance se trouve dans la limite inférieure. Compris? Très bien? Parfait. On continue. Maintenant, on va évoluer un petit peu. Donc, les scientifiques ont remarqué que certes, la clairance calculée de cette manière-là, c'est la meilleure méthode pour exprimer le DFG. Mais ils ont remarqué qu'il y a une difficulté. La difficulté réside où? Réside dans la collecte des urines de 24 heures, pour calculer le fameux V. Parce que pourquoi? Parce que pour faire le calcul, on va demander aux patients d'aller collecter les urines de 24 heures. Le souci, c'est que les patients, ils ne collectent pas correctement les urines de 24 heures. Donc, ils vont perdre la moitié en mi-chemin, ils urinent pas correctement, donc ils vont avoir soit une collecte des urines qui est généralement sous-estimée, ou bien surestimée. Donc, quand vous allez utiliser ce fameux V, cette diurèse qui est fausse, dans le calcul, vous allez avoir une clairance qui est faussée. Donc, les scientifiques ont essayé de remédier à cela. Donc, ils ont développé des méthodes de calcul de la clairance sans dosage urinaire, en réalité, sans mesure des urines de 24 heures. Donc, sans collecte des urines, avec des formules, on peut avoir maintenant le reflet de la clairance rénale. Ça y est, compris? On va voir ces méthodes-là. Donc, justement, c'est afin de pallier cet inconvénient, des formules d'estimation de la clairance sans dosage urinaire ont été développées. La première formule, c'est la formule de Cockcroft et Goltz. On l'appelle formule de Cockcroft et Goltz. Cockcroft et Goltz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une formule. La clairance d'une substance donnée est égale à 140 moins l'âge. Dosage, ici, si on veut faire par exemple la créatinine, on fait le dosage de la créatinine. Divisé par le dosage de la créatinine sanguine, et non pas urinaire, fois le poids, fois K, fois 173 divisé par S. K, c'est 1,23 chez l'homme et 1,04 chez la femme. L'âge, c'est en années, le poids en kilogrammes, et la créatinine ici, sanguine, elle n'est pas en milligrammes par litre, mais en micromoles par litre. Il est important de connaître ça, en micromoles par litre. Ça va vous donner la clairance de la créatinine. Donc vous remarquez ici qu'il n'y a pas de dosage urinaire. Cette formule-là, il faut savoir qu'elle estime la clairance de la créatinine, mais elle n'estime pas d'une manière exacte le DFG, parce que c'est la toute première formule qui a été développée, elle n'est pas vraiment précise. Elle n'exprime pas le DFG d'une manière précise. Elle surestime la clairance, elle a des défauts, elle surestime la clairance chez les individus en surpoids, chez les personnes qui ont un poids augmenté. Cette formule-là, elle surestime. Pourquoi? Parce qu'on fait fois poids. Quand l'individu est normal, donc il y aura une clairance qui est vraiment exacte. Mais quand l'individu est obèse, on va multiplier fois le poids qui est augmenté et de ce fait, on aura une surestimation. Elle sous-estime la clairance chez les sujets âgés. Pourquoi elle sous-estime? Parce qu'on fait 140 moins âge. Donc quand on est dans une tranche d'âge qui est moyenne, il y a une bonne estimation, mais quand la personne est très âgée, on va enlever un grand nombre. Ok? Surestime la clairance dans les insuffisances rénales chroniques. Surestime la clairance dans les insuffisances rénales chroniques. Ça veut dire que chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, quand on va mesurer la clairance avec cette méthode-là, on va trouver un débit de filtration glomérulaire, une clairance qui est augmentée, alors qu'elle devrait être un petit peu moins augmentée que ça. Donc il y a une surestimation. Et elle ne tient pas compte aussi de l'origine ethnique. Elle ne tient pas compte de l'origine ethnique. Elle n'est pas recommandée chez la femme enceinte et elle n'est pas recommandée chez l'enfant. Donc la seule population dans laquelle la formule de Cockcroft et Goltz démontre de bonnes performances, c'est la population qui ont un faible poids corporel, un IMC qui est abaissé. Pour ces individus-là, on peut appliquer cette technique de Cockcroft et Goltz. Donc il faut savoir que les recommandations actuelles des scientifiques, par exemple émises par la Haute Autorité de Santé en France, la HAS, ainsi que le CADIGO, communauté internationale, ne recommande plus l'utilisation de la formule de Cockcroft et Goltz pour le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique, parce qu'elle surestime. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur la Cockcroft et Goltz pour diagnostiquer les insuffisances rénales chroniques, donc elle n'est plus utilisée. La deuxième formule, c'est la formule MDRD. La formule MDRD. MDRD, elle est plus compliquée, elle est plus élaborée. MDRD, elle vous donne le DFG, et non pas la clairance rénale, en millilitres par minute par 1,75 mètres carrés. Donc ça veut dire que quand vous allez calculer, elle est directement indexée à la surface corporelle. Il n'est pas nécessaire d'aller la corriger. Elle est égale à A fois la créatinine plasmatique divisée par 88,5, puissance moins 1,154, fois l'âge, puissance 0,203, fois 0,742, c'est une femme,
fois 1,212 si c'est un afro-américain. Si c'est une femme algérienne, vous multipliez fois 0,742 et vous ne multipliez pas fois 212. Compris? Maintenant, ce fameux A, il est égal à 186 si la méthode de dosage de la créatinine ici, vous voyez ici, on va doser la créatinine sanguine. Si la méthode de dosage de la créatinine, elle est traçable IDMS, qu'est-ce que ça veut dire traçable IDMS? Si la méthode de dosage de la créatinine, elle donne les mêmes performances que la méthode de référence qui est la chromatographie gazeuse associée à la spectrométrie de masse. IDMS, ça veut dire spectromasse, isotypic dilution, en CPG. Les méthodes enzymatiques, elles sont traçables IDMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, certes, ce n'est pas les méthodes de référence, mais elles ont des performances qui sont équivalentes à la méthode de référence qui est la CPG. Si la méthode est traçable IDMS, donc ça veut dire A est égal à 186. Si par contre vous faites le dosage de la créatinine par le Jaffe, par méthode Jaffe, qui n'est pas traçable IDMS, à ce moment-là, A est égal à 175. Donc MDRD, on peut l'utiliser avec une méthode de dosage traçable IDMS, comme on peut l'utiliser avec une méthode de dosage qui n'est pas traçable IDMS. Maintenant, on va voir les inconvénients et les avantages de cette MDRD. Contrairement à Cockcroft et Goltz, la MDRD estime non pas la clairance rénale, mais estime avec précision le DFG. D'accord? Ça veut dire qu'elle nous donne le débit de filtration glomérulaire d'une manière précise. Alors que Cockcroft et Goltz, elle va nous donner la clairance rénale qui n'est pas vraiment précise au DFG. La MDRD, elle est beaucoup plus performante que la Cockcroft et Goltz. Elle va nous donner le DFG. Et elle nous donne le résultat directement indexé par rapport à la surface corporelle, en millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Ok? La formule MDRD donne des meilleurs résultats par rapport à la Cockcroft et Goltz chez les sujets obèses. Les défaillances de Cockcroft et Goltz, MDRD va venir les combler. Cockcroft et Goltz, elle n'est pas efficace pour les personnes obèses. MDRD, elle est efficace pour les personnes obèses. Elle n'est pas efficace pour les personnes âgées. MDRD, elle est efficace pour les personnes âgées. Par contre, la Cockcroft et Goltz, elle est meilleure pour les sujets maigres. MDRD, elle n'est pas meilleure pour les sujets maigres. C'est l'inverse de Cockcroft et Goltz. Okay? La formule MDRD serait plus performante aussi pour évaluer les insuffisances rénales chroniques en modéré à sévère. C'est le contraire de Cockcroft et Goltz. Cockcroft et Goltz, elle ne permet pas le diagnostic des insuffisances rénales chroniques. Pourquoi? Parce qu'elle surestime. MDRD, non. Elle est adaptée, elle mesure correctement le DFG chez les insuffisances rénales chroniques. Les faiblesses maintenant, elle n'est pas fiable lorsque la masse musculaire elle est anormalement baissée. Lorsque l'individu est maigre, MDRD ne peut pas être utilisé. Elle n'est pas encore recommandée pour la femme enceinte chez l'enfant. Et elle n'est pas aussi valide chez les patients qui présentent aussi un abaissement d'albumine important. Lorsque l'individu présente une hypoalbuminémie, on ne peut pas l'appliquer. Sous-estime aussi le DFG chez les individus normaux. Donc elle est efficace pour les insuffisances rénales chroniques, mais sous-estime chez les individus normaux. Et ici, vous avez un tableau, donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça, hein, c'est juste pour comprendre. Vous avez un tableau qui compare Cockcroft et Goltz et MDRD. Vous voyez par exemple, chez l'enfant, les deux ne sont pas recommandés. NR, ça veut dire non recommandé. Par contre, chez les sujets âgés, la MDRD, elle est plus recommandée. Chez les maigres, la Cockcroft et Goltz, elle est plus recommandée. Chez les obèses, MDRD, elle est plus recommandée. Vous avez compris. Par exemple, insuffisance rénale chronique, la MDRD, elle est recommandée. Ok? Donc, vous voyez un petit peu, ici, c'est un comparatif. Okay. La dernière formule, c'est CKD-EPI. La formule CKD-EPI. Donc, la CKD-EPI, elle est comme ça. Donc, chez l'homme, il faut appliquer ça. Si vous avez une créatine plasmatique inférieure à 0,9 mg par décilitre, vous appliquez ça. Si vous avez une créatine qui est supérieure à 0,9 mg par décilitre, vous appliquez ça. Chez l'homme. Chez la femme, c'est l'inverse. C'est 0,7 supérieur à 0,7. Et vous appliquez ça. D'accord? Donc, vous avez par exemple 141 fois créatinine plasmatique divisé par 0,9 puissance moins 0,411 fois 0,93 puissance à l'âge. Okay? Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir seulement qu'il y a un logiciel qui calcule ça en fonction que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit aussi afro-américain. Vous voyez que ça, c'est le A. Si l'individu n'est pas afro-américain, chez l'homme, vous utilisez 141 et chez la femme, vous utilisez 143. Si l'individu est un afro-américain, si c'est un homme, vous utilisez 163. Si c'est une femme, vous utilisez 166. OK? Donc, c'est juste de remplacement à faire. Donc, ça, c'est la dernière
formule développée pour la mesure de la clairance, c'est la méthode CKD-EPI. Pour CKD-EPI, pour ça. OK? CKD-EPI estime aussi le DFG. Elle est très précise, comme la MDRD. Et les résultats sont aussi indexés directement par rapport à la surface corporelle. Donc, vous allez obtenir millilitres par minute par 1,73. Ici, vous n'avez pas le choix. Contrairement à MDRD, il faut automatiquement, obligatoirement, la créatinine ici, créatine plasmatique, elle doit automatiquement être dosée par une méthode enzymatique traçable IDMS. Okay? Vous ne pouvez pas doser la créatinine avec le Jaffe et venir appliquer cette formule-là. Il faut automatiquement, obligatoirement, le dosage se fait par IDMS, par méthode traçable IDMS. OK? Cette formule CKD-EPI est plus performante par rapport à la formule MDRD, surtout dans les valeurs hautes du DFG. Chez les individus normaux, vous avez vu tout à l'heure, MDRD, elle nous permet d'avoir les insuffisances rénales chroniques, mais elle est faible de performance chez les individus normaux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle améliore le dépistage des insuffisances rénales chroniques débutantes. Si par exemple un individu commence à avoir une insuffisance rénale chronique, si on utilise Cockcroft-Gold, elle ne va pas le détecter. Si on utilise MDRD, elle ne va pas le détecter. Par contre, si on utilise CKD-EPI, ça va le détecter. Donc c'est pour ça que les recommandations actuelles internationales, telles que Autorité de santé et le CADIGO, donc, recommandent l'utilisation de CKD-EPI actuellement pour mesurer le DFG. Donc maintenant, pour mesurer les DFG, il ne faut pas utiliser ni MDRD, ni Cockcroft-Gold. Il faut utiliser CKD-EPI. C'est la dernière recommandation. OK? Voilà, Autorité de santé en France. Donc ils disent que pour diagnostiquer une insuffisance rénale chronique, il faut estimer le débit de filtration glomérulaire par CKD-EPI. Et il faut doser la créatinine par méthode enzymatique traçable IDMS. Okay? Chez l'enfant maintenant. Chez l'enfant, on n'utilise ni CKD-EPI, ni Cockcroft-Gold, ni MDRD. On utilise ce qu'on appelle la formule de Schwartz. Clairance de la créatinine est égale K, taille en centimètres, divisé par créatinine plasmatique en micromoles par litre. Le K varie en fonction de l'âge de l'enfant. K29 chez le nouveau-né, 40 chez au-delà de 28 jours, 49 chez l'enfant de 12 à 13 ans, et 53 entre 13 et 16 ans. 53 entre 13 et 16 ans pour la fille, et 62 entre 13 et 16 ans pour le garçon. Parce qu'à un certain âge, la masse musculaire commence à augmenter chez le garçon par rapport à la fille. Donc, la classification selon l'EMA. L'EMA, c'est quoi? C'est l'European Medicine Agency. Elle a classé l'insuffisance rénale chronique en fonction du DFG en 5 stades. Stade 1, DFG supérieur à 90 ml par minute. Donc ici, stade 1, la fonction rénale, elle est normale. Donc lorsque le DFG il est supérieur à 90 ml par minute, DFG, il est normal. Quand c'est entre 60 et 90, fonction rénale légèrement diminuée. Entre 30 et 60, modérément diminuée. Inférieur à 30, c'est insuffisance rénale sévère. Inférieur à 15, insuffisance rénale terminale. Il faut faire la dialyse. Donc, on peut aussi doser un autre composé qui est la cystatine C. On a terminé avec les clairances. Donc, on avait vu le dosage des déchets au niveau du sang. On avait vu les clairances de DFG par les formules, etc. Et maintenant, il y a un autre paramètre qui est récent, mais il n'est pas encore standardisé, qui est la cystatine C. Donc, la cystatine est une protéine de 130 kDa. C'est un inhibiteur de cystine protéase. Elle est produite de façon constante par les cellules nucléées de tout l'organisme. Elle est librement filtrée, elle n'est ni réabsorbée, ni excrétée. Elle est aussi dégradée dans le tubule proximal. Donc son taux au niveau sanguin est le reflet exact du DFG. Contrairement à la créatinine, contrairement à l'acide urique et contrairement aux autres, ce qu'on avait vu, la cystatine reflète exactement le DFG. Donc, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle augmente, contrairement à l'urée, contrairement à la créatine, précocement de l'insuffisance rénale, la cystatine. Elle est dosée par des méthodes immunoturbidimétriques et immunonéphrilimétriques. Les valeurs normales sont de 0,65 à 1,35 mg par litre pour un individu qui a un âge inférieur à 50 ans. Mais le problème de cette cystatine, c'est qu'elle varie d'un laboratoire à un autre laboratoire. On n'a pas des méthodes standardisées identiques dans tous les laboratoires. C'est pour ça qu'elle n'est pas, actuellement, c'est un paramètre nouveau qui n'est pas encore développé. Donc actuellement, c'est pour ça que les recommandations se basent toujours sur la clairance par CKD-EPI en attendant que se développent d'autres paramètres. D'accord? Donc ça, c'est pas important à connaître. Il suffit seulement de connaître que la cystatine, c'est un paramètre émergent pour le suivi de la fonction rénale. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez très bien compris.
Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est le plus important dans ce cours-là. Donc, par la suite, à la